commence avec Arata qui réfléchit à son passé. Il se remémore les souvenirs d'il y a 6 ans qui restent encore très présents dans son cœur. Dans cette vie terne et douloureuse, il se souvient n'avoir eu qu'un seul héros. Ce héros n'était autre que son grand frère Ryu. La scène se déplace 6 ans plus tôt, alors qu'Arita n'avait que 11 ans. Il faisait la vaisselle tandis que son frère, qui avait 12 ans à l'époque, l'aidait à ses côtés. Pendant qu'il faisait la vaisselle, une assiette glissa des mains d'Arata et se brisa. La peur le saisit alors qu'il pensait que leur mère allait encore une fois le battre violemment pour l'accident. Sa mère entra dans la pièce en colère. Elle le gronda amèrement, lui demandant s'il voulait être renvoyé à la maison de retraite. Elle lui rappela qu'ils avaient dit qu'il pouvait au moins aider aux tâches ménagères. Pourtant, elle le considérait comme inutile. Terrifié, Arita s'excusa, mais sa mère lui ordonna de sortir les poubelles immédiatement. Il accepta calmement. Tandis qu'Arita continuait ses tâches ménagères, des pensées envahissaient son esprit. Il se dit que son grand frère pouvait tout faire et que lui seul se sentait indigne de vivre dans cette maison. Mais lorsqu'il leva les yeux, il vit Ryu en train de nettoyer la terre et son frère lui fit un clin d'œil avec un sourire. Avec un encouragement joyeux, Ryu suggéra qu'ils sortent les poubelles ensemble. Arita sentit un léger sourire revenir sur son visage et accepta. Les frères sortirent pour jeter les ordures côte à côte. Arita se dit que son grand frère était le seul à qui il pouvait vraiment s'ouvrir. Ryu le guidait toujours et le réconfortait. Plus tard, Arita était assis devant la télévision lorsqu'un reportage apparut à l'écran. Le programme annonçait la soumission d'une bête magique par un tueur, louant l'étoile montante, Monsieur Kasaragi, qui avait réussi à vaincre un démon de rang argent. Rempli d'excitation, Arita admirait les tueurs. Il les considérait comme des personnes extraordinaires qui se battaient pour protéger le monde. Mais sa mère apparut soudain derrière lui et lui demanda ce qu'il faisait. La peur revint sur le visage d'Arata. Elle lui donna un coup de pied, furieuse qu'on lui ait dit de faire la lessive alors qu'il regardait la télévision. Elle le traita de sale gosse. Arita, rongée par la colère, lança un regard noir à sa mère. Elle remarqua son regard et leva la main pour le gifler, mais Reius intervint. Le coup atterrit sur la joue de Ryu et, sans hésiter, il emmena Arita avec lui hors de la pièce. Arita pensa une fois de plus que son grand frère était son héros, quelqu'un qui le protégeait toujours. Pourtant, la culpabilité l'envahit. Il avait l'impression que Ryu souffrait de difficultés uniquement à cause de lui. Les deux frères s'assirent plus tard ensemble dans les escaliers. Arita, rassemblant son courage, raconta quelque chose d'embarrassant à son frère. Il lui avoua son véritable rêve, devenir un tueur. Il admit que même si cela n'arriverait peut-être pas tout de suite, une fois qu'il en serait un, il s'échapperait de cet endroit, emmènerait Ryu avec lui et le protégerait. Ryu sourit chaleureusement, posa sa main sur l'épaule d'Arata et le rassura. Il lui dit qu'il pouvait y parvenir grâce à sa gentillesse et à sa force inébranlable. Se tenant droit, Ryu déclara que leur entraînement devait commencer ce jour-là. Arita raconte comment il s'est entraîné comme un fou pour devenir un tueur. Avec son frère qui l'encourageait toujours, il croyait vraiment qu'un jour cela serait possible. Ces jours remplis d'efforts et d'espoir devinrent les moments les plus heureux et les plus épanouissants de sa vie. Pourtant, il s'en souvient avec une profonde tristesse. Il n'oublierait jamais le jour où tout a basculé. Un après-midi, les frères étaient assis ensemble lorsqu'Arita découvrit un orbe lumineux. Les yeux de Ryu se remplirent de larmes de joie tandis qu'il étreignait son jeune frère. Il pleura que Dieu avait vu les efforts d'Arata et que son rêve était enfin devenu réalité. Pour Ryu, c'était comme s'il avait lui-même gagné. Il déclara qu'Arita avait été récompensé par un orbe d'or de premier ordre, un orbe de lumière rare doté d'attributs aquatiques. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer, leur père apparut et s'empara de l'orbe. Il demanda à savoir où Arita avait obtenu quelque chose d'aussi précieux. Il s'en empara, disant qu'il était trop beau pour quelqu'un comme Arita. Il insista pour le garder en sécurité et ne laisserait rien lui arriver. Ryu cria que l'orbe appartenait à Arita, mais leur père lui donna un coup de pied de colère. Il était furieux que ce qui appartenait à Arita soit à lui et à lui seul. Arita cria désespérément pour son frère tandis que leur père lui prenait l'orbe, déclarant qu'il le vendrait à un prix élevé. Arita raconte l'amère vérité qu'il a apprise. Les mauvaises personnes prenaient toujours ce qui était précieux sans rien demander. Peu importe le nombre de fois où cela arrivait, la douleur ne s'estompait jamais et il ne pouvait jamais s'y habituer. Il jura de ne jamais oublier. Leur père se rendit plus tard à la Goto Corporation où il vendit l'orbe d'Arata à Takura pour 30 millions. Le temps se déplaça une nouvelle fois de 6 ans dans le futur. Arita et Ryu étaient assis devant la télévision. Les informations parlaient de Takura de la Goto Corporation, le décrivant non seulement comme une figure influente du monde des affaires, mais aussi comme un brillant tueur. Sa présence, tant au Japon qu'à l'étranger, attira l'attention de tous. Le reportage le qualifia de nouvelle étoile brillante, celle qui allait sauver le monde. Arita marmonna, incrédule, devant les exploits incroyables de Takura. Ryu répondit qu'être à la fois un riche héritier de deuxième génération et un tueur était incroyable. Pendant le reportage, un journaliste demanda à Takura quel genre d'orbe il avait vu à l'époque. Takura exhiba fièrement son orbe, une sphère dorée étincelante d'un anneau bleu. Il décrivit le frisson et l'excitation qu'il ressentit lorsqu'il l'avait choisi, affirmant qu'il n'appartenait qu'à lui. Arita et Ryu se figèrent en regardant. Ils comprirent tous les deux la vérité. Dans tout le Japon, il n'existait qu'un seul orbe doré de ce type. Cela signifiait que Takura détenait l'orbe volé d'Arata. Leurs soupçons se confirmèrent. Ils comprirent que leur père corrompu le lui avait vendu. Arita pensa amèrement que s'il avait récupéré cet orbe, il serait déjà devenu un tueur. Puis des doutes envahirent son esprit. Se demandant si cela avait été impossible depuis le début, Ryu, furieux, pressa Arita de l'accompagner pour récupérer l'orbe. Insistant sur le fait que Takura avait triché pour devenir un tueur, les frères se rendirent à la Goto Corporation. Le personnel de Takura l'informa de leur arrivée. Bien qu'il ait d'abord prétendu être occupé, il les laissa entrer. Arita raconte comment ils posèrent des questions sur Sububastoma qui était déjà venu et que c'est grâce à ce lien qu'ils furent autorisés à entrer. Arita réalisa alors que Takura était vraiment lié à son père.
Voyant Takura en personne, Arita pensa que c'était lui. Ryu se présenta poliment comme étant Ryo, le fils de Tsubastoma, et déclara qu'il était venu récupérer l'orbe d'or que leur père avait échangé. Takura feignit l'ignorance, demandant de quel commerce il parlait. Ryu, pris de colère, l'accusa directement. Il lui dit de ne pas faire l'idiot car il n'avait pas gagné l'orbe lui-même. Takura comprit rapidement et demanda ce qu'il voulait vraiment. I wondered if it was money. Ryu refused and decided they only wanted the orb, for it belonged to his brother. Takura pushed them forward, insisting he wanted them to see something. Ryu resisted, demanding the orb instead. But Takura led them into a dark room where a sinister magical fissure radiating negative energy awaited. The brothers were shocked at the sight. Takura left them there, locking them in. With Didin, he thought to himself that he had no time to waste on the poor. He declared inwardly that they should scatter like dust, like the wretched beings they were. Arita pounded on the door, shooting curses at Takura and demanding it be opened. Panic filled his thoughts as he realized what awaited them. At this rate, they would be consumed by the dark soul and transformed into magic beasts. The fissure surged forward, heading toward Arita, but Ryu shoved him aside. The corruption pierced Ryu plus petit que Hank plus grand que S-Body instead. Les larmes coulèrent lorsque Ryu demanda à son frère s'il allait bien. Il pressa Arita de l'écouter, lui disant qu'il deviendrait un jour un tueur de haut niveau. Arita cria le nom de son frère. Sa voix était emplie de désespoir. La corruption se répandit et Ryu se transforma en bête sous ses yeux. Arita s'effondra au sol, dévasté. Il se reprocha tout. Il pensait que c'était de sa faute et il demanda pourquoi c'était arrivé, ou ça avait mal tourné. Il se demanda si c'était parce qu'il avait rêvé de devenir un tueur ou parce qu'il avait souhaité récupérer son orbe. Il se tourmenta de culpabilité, se demandant si tout cela était de sa responsabilité. Mais alors, la clarté le brûla. Il réalisa que ce n'était pas de sa faute. La faute en incombait aux personnes égoïstes qui lui avaient tout volé. Des flammes de vengeance s'enflammèrent dans les yeux d'Arata. Puis, à sa grande surprise, il vit la bête corrompue se transformer en orbe. Il le fixa avec incrédulité, se demandant si ce qu'il voyait était vraiment un orbe. Arita tendit la main vers l'orbe. Son esprit se remplit de détermination. L'orbe qui avait été autrefois hors de sa portée était désormais à sa portée. Cette fois, il le revendiquait comme sien. Il jura de devenir un tueur. Au moment où sa main toucha l'orbe, une vague d'énergie négative jaillit de l'intérieur. Arita hurla de douleur tandis que ses dents se transformaient, ressemblant à celles d'un vampire et que ses yeux brillaient d'un rouge profond et menaçant. La fenêtre du système apparut devant lui avec une notification. Elle déclarait qu'il avait reçu la protection du royaume des démons. Une autre notification suivit, montrant la liste des compétences acquises. Lame d'ombre explosive au niveau 1, armure explosive au niveau 1 et éclair explosive au niveau 1. Ailleurs, Takura rit tout seul, se délectant de sa propre force. Il pensait que tous deux allaient désormais se transformer en Magai et ne devenir rien de plus que de la chair à canon pour son passage au niveau supérieur. Il se sentait devenir de plus en plus fort. Pour lui, c'était le prix à payer pour l'avoir défié. Il les traitait de paysans sans valeur, destinés à mourir, regrettant qu'ils aient oublié leur place. Il leur rappelait même en leur absence qu'ils n'avaient jamais été au même niveau que lui. Pour Takura, l'affaire était résolue. D'un seul coup, le problème était résolu. Pendant ce temps, Arita continuait de changer. Son corps menaçait de prendre la forme d'une bête. Mais tout aussi rapidement, il retrouva son état humain normal. La confusion envahit son esprit tandis qu'il se demandait ce qui venait de se passer. À ce moment-là, son frère, qui s'était déjà transformé en bête, se jeta sur lui dans une violente attaque. Arita réagit instinctivement, bondissant hors de son chemin et esquivant à une vitesse inattendue. Le choc le traversa. Il réalisa qu'il avait agi par pur instinct. C'était complètement différent d'avant. Son corps lui semblait désormais si léger. Devant lui, une autre fenêtre système apparut, indiquant son niveau, sa barre de santé et d'autres statistiques. Il se demanda s'il était vraiment devenu un tueur. Ryu, toujours consumé par sa forme bestiale, chargea à nouveau. Arita poussa un cri, désespéré de l'atteindre. Il appela son frère à se calmer, le suppliant de ne pas se transformer en bête magique, de ne pas se laisser consumer par elle. Le système afficha un indicateur de progression. 83%. Arata jura que cette fois, c'était à son tour de sauver son frère. Quoi qu'il arrive, il jura qu'il le sauverait. Ses cris pour son frère emplirent l'air. La bête s'arrêta soudainement, poussant un rugissement. Au lieu de frapper, elle se retourna et frappa le mur de son poing, y faisant un trou avant de s'enfuir. Aritus resta abasourdi. Ses pensées s'emballèrent tandis qu'il se demandait si son frère venait juste d'arrêter son attaque et de s'enfuir. Il réalisa qu'il était possible que son frère ne se soit pas encore complètement transformé en bête magique. Mais le système afficha à nouveau 83%. Arita savait que c'était mauvais signe. Si son frère atteignait la ville et attaquait quelqu'un d'autre, les conséquences seraient désastreuses. Il devait le retrouver avant qu'il ne soit subjugué. Il se prépara à le poursuivre, mais son attention fut attirée par le pêcheur magique qui le précédait. Un sanglier géant et un serpent géant sortirent du pêcheur. L'énorme sanglier le chargea, le forçant à adopter une position défensive. Bien que l'attaque ne lui causât pas de dégâts graves, Arita comprit le danger et maudit cette diversion. Il savait qu'il n'avait pas le temps pour ça. Le sanglier frappa à nouveau avec une force écrasante, envoyant Arita s'écraser contre un mur si violemment qu'il se fendit sous l'impact. Le coup avait été suffisamment puissant pour l'envoyer voler. Arita réalisa qu'il avait sous-estimé la force de l'attaque d'un sanglier magique. Il savait qu'il devait mettre fin à ce combat rapidement, afin de pouvoir s'en prendre à son frère. Il se rappela qu'il était désormais un tueur. Grâce à sa nouvelle compétence, il pouvait l'abattre. Des flammes d'aura jaillirent de son intérieur. De la poudre noire emplit l'air autour de lui, le faisant s'arrêter. Il réalisa que c'était l'explosion exactement comme elle était décrite sur son écran d'état. La puissance de l'explosion elle-même. Hors de la poudre noire,
le sanglier réapparut, chargeant à nouveau à toute vitesse. Arata se prépara. Ses pensées s'emballèrent tandis que la peur le griffait. Son corps tremblait à l'idée qu'après être enfin devenu un tueur, il pourrait mourir ici sans rien accomplir. Il redoutait la possibilité de mourir sans avoir sauvé son frère. À ce moment désespéré, une énergie jaillit de son corps. Ses yeux devinrent à nouveau rouges, rayonnant de puissance. Les yeux fixés sur la bête, le sanglier géant hurla de terreur avant de s'effondrer, mort à ses pieds. Les yeux d'Arata revinrent à la normale lorsqu'il les rouvrit. Devant lui gisait le corps sans vie du sanglier. La confusion obscurcit son esprit tandis qu'il se demandait ce qui venait de se passer. Il se demandait s'il était celui qui l'avait tué. Le système lui répondit par une autre notification, il avait gagné un niveau. Aridus se parla à lui-même, réalisant que c'était parce qu'il avait vaincu la créature. Il se demanda si cela signifiait que ses statistiques étaient désormais plus fortes. Mais il chassa ensuite cette pensée. Rien de tout cela n'avait d'importance pour l'instant. La seule chose qui comptait était de retrouver son frère. Il jura qu'il ne pardonnerait jamais aux responsables. Déterminé, Arita se précipita à travers le trou dans le mur, se dirigeant vers la route pour chercher Ryu, mais l'épuisement le submergea. Et au milieu de la route, il s'effondra et perdit connaissance. Ailleurs, Takura entra dans la pièce où il avait autrefois enfermé Arida et Ryu. Il demanda si ceux qui s'étaient transformés en bêtes magiques devaient désormais être soumis. Ses yeux balayèrent la pièce, mais il n'y avait personne. Il ne restait plus que la poudre noire persistante. Il remarqua que le mur avait été détruit. Serrant les dents, il pensa à ceux qui s'étaient transformés en bêtes magiques. Pour lui, il n'était rien de plus que de puissants sbires de rang bronze. Il était impossible que quelqu'un comme lui ait pu briser le mur. Sa colère monta lorsqu'il réalisa la vérité. C'était impossible, mais la possibilité lui vint à l'esprit. Arita sombra dans un rêve où les souvenirs de son frère Ryu emplirent son esprit. Il vit des fragments du temps qu'ils avaient passé ensemble. Soudain, le rêve se brisa et il ouvrit les yeux pour se retrouver allongé dans un lit. La confusion l'envahit alors qu'il se demandait comment il avait atterri là. Il se rappela être allé au bâtiment des conglomérats, puis se souvint du combat qu'il avait eu quelques instants plus tôt. Un sentiment d'urgence le frappa alors qu'il pensait à son frère, craignant que quelque chose de terrible ne se produise au milieu de la ville. Ses pensées furent interrompues lorsqu'une infirmière se précipita à l'intérieur, le réprimandant de rester allongé. Surpris, il balbutia, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, l'infirmière aux cheveux verts lui dit qu'ils avaient reçu un appel disant qu'il s'était effondré sur le bord de la route. Elle fit remarquer que ses blessures provenaient clairement d'un combat contre un mage. Arita comprit ce qui lui était réellement arrivé. Il lui demanda où il se trouvait, et l'infirmière lui expliqua qu'il s'agissait d'un poste de secours pour tueurs. Elle lui dit que de tels cas étaient fréquents, les débutants se livrant souvent à des excès lors de leur premier combat. Arida pensa au poste, se demandant qui avait bien pu l'amener jusque-là, mais décida rapidement qu'il y avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. L'infirmière l'interrogea davantage, reconnaissant qu'il était un débutant qui n'avait même pas de badge. Elle lui conseilla de rejoindre une guilde dès que possible, l'avertissant que sans le soutien d'une guilde et de l'association des tueurs, il ne survivrait pas. Arita insista sur le fait qu'il avait un endroit où il devait être, mais elle lui dit sévèrement de se reposer. Peu de temps après, quelqu'un l'appela de l'extérieur et elle dit à Arita d'attendre là avant de quitter la pièce. Quelques instants plus tard, Arita entendit des voix à l'extérieur. Deux personnes parlaient du Magai qui était apparu près du conglomérat Goto, disant qu'il était toujours en liberté. Immédiatement, les pensées d'Arata se tournèrent vers son frère. La nouvelle à son sujet s'était déjà répandue jusqu'ici. Les hommes continuèrent de parler, mentionnant des rapports selon lesquels un tueur non identifié accompagnait le Magai. Ils discutèrent des recherches de la guilde et craignirent que s'il entrait dans un pêcheur magique, il ne puisse pas le gérer. L'esprit d'Arata s'emballa lorsqu'il réalisa que la guilde en avait après son frère. Si les choses continuaient ainsi, il tenterait de le soumettre. Il résolut de retrouver son frère rapidement et de le protéger. Peu après, l'infirmière retourna à son lit, s'excusant du retard. Elle lui demanda s'il avait déposé sa demande de récompense, lui rappelant que certaines personnes oubliaient de temps en temps. Mais lorsqu'elle regarda le lit, Arita avait disparu, la laissant sous le choc. Arita s'était déjà éclipsé, courant dans les couloirs avec détermination. Il pensa à la possibilité que son frère se trouve à l'intérieur d'un pêcheur magique, et décida qu'il n'avait pas d'autre choix que de les passer au peigne fin un par un. Soudain, une annonce retentit dans toute la ville. Un pêcheur magique était apparu et la zone ciblée était Asaji. Les habitants reçurent l'ordre d'évacuer immédiatement. Le cœur d'Arata battait la chamade en pensant au timing. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Devant lui, un pêcheur magique s'ouvrit. Une fenêtre système apparut, affichant les mots « Pêcheur magique à Haji ». La difficulté était clairement classée bronze. Arita observa qu'une barrière avait déjà été mise en place pour sceller l'âme maléfique, ce qui signifiait que quelqu'un de l'association était arrivé. Mais aucun tueur ne s'était encore montré, ce qui lui donna l'espoir que son frère se cachait peut-être à l'intérieur. Bien que ce soit la première fois qu'il entrait dans un physaire, et que le rang de bronze le remplisse d'hésitation, il refoula sa peur. Tous les tueurs étaient passés par là avant lui, et il résolut de s'avancer. Il entra dans le fisseur alors que la fenêtre du système confirmait le début de la capture. À l'intérieur, le monde semblait complètement différent de l'extérieur. Son atmosphère étrange le submergeait. Il pensait qu'il ne connaîtrait la vérité que s'il s'enfonçait plus profondément. Un autre message système apparut, indiquant la mission. Vaincre le boss et éliminer le pêcheur magique. La mention d'un boss signifiait qu'il l'attendrait au plus profond, avec d'innombrables bêtes magiques gardant le chemin. Des doutes l'envahirent quant à sa capacité à les vaincre. Son chemin fut bloqué lorsqu'un garde niveau 3 apparut devant lui. Le choc le frappa lorsqu'il se rappela en avoir vaincu un la veille sans s'en rendre compte. Mais cette fois, il savait qu'il devait l'affronter de front. Il décida d'avancer, en abattant les plus petits ennemis sur son chemin. Son seul plan pour l'instant était d'utiliser la compétence qu'il possédait. Il invoqua son arme, la lame d'ombre de suie, et ressentit un soulagement lorsqu'elle apparut avec succès. Le gars attaqua férocement. Arida leva sa lame et s'en servit. Mais la bête mordit l'arme avec force, la forçant à reculer. Il comprit que même un ennemi faible pouvait exercer une pression écrasante.
Il se rappela néanmoins qu'il s'était entraîné aux côtés de son frère pour cet instant précis. Avec une détermination renouvelée, il avança, tailladant sa lame jusqu'à ce que le gard soit déchiqueté. Une notification système confirma sa progression, indiquant son passage de niveau de 3 à 5. Mais d'autres garmémesses apparurent bientôt, l'entourant. Il paniqua en voyant les lieux, réalisant à quel point les monstres de rang bronze pouvaient être terrifiants. À son niveau actuel, il doutait de sa capacité à tous les vaincre et à atteindre le boss. L'idée qu'ils attaquent tous en même temps le remplissait d'effroi. Pourtant, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de se battre. Il avait envie d'utiliser la mystérieuse compétence de la veille, mais ses mains tremblantes le trahirent. Il ne savait pas comment l'activer. Son endurance commença à diminuer rapidement et le désespoir le griffait. Les gars le déchirèrent et il hurla de douleur. À ce moment-là, des flammes jaillirent autour de lui, incinérant instantanément les bêtes. Quelqu'un était apparu, doté d'un pouvoir bien au-delà du sien. Arita leva les yeux pour voir la silhouette. Son bras droit était armé d'un gantelet doré rayonnant incrusté d'une gemme rougeoyante, dont le motif ressemblait à un soleil ardent. Des flammes et des étincelles entouraient son corps, sa présence imposante et puissante. Son expression sérieuse brûlait d'intensité lorsqu'il s'adressa à Arita, faisant remarquer l'étrange compétence qu'il venait de tenter. Arita réfléchit à la technique, stupéfaite par sa puissance, et se demanda si cet homme était celui qui l'avait déclenché. La silhouette se tenait droite, irradiant une énergie ardente, et révéla qu'il avait reçu un appel de l'association au sujet d'un tueur non identifié. Il demanda à savoir si Arita était bien celui-là. Arita remarqua que l'homme ardent n'était pas seul. 2 autres se tenaient à côté de lui. Il les étudia attentivement, réalisant que l'homme était un tueur d'or d'attribut feu accompagné de 2 tueurs d'argent. Leurs identités furent bientôt révélées. Le premier était Leo Kuji, tueur d'or de la guilde Shuran. Le deuxième était Shu Makushima, tueur d'argent de la guilde Shuran. Le troisième était Iyato Akaji, également tueur d'argent de la guilde Shuran. Arita les regarda avec malaise. Il se demanda ce qu'il faisait dans un endroit pareil et reconnut le nom du seigneur Sen, l'un des 5 empereurs. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Morgs apparut de derrière les tueurs. Kuji soupira d'irritation, claqua des doigts et déclencha une descente divine. En un instant, les bêtes furent consumées par les flammes et réduites en cendres. Les yeux d'Arata s'écarquillèrent de stupeur en voyant la puissance écrasante d'un tueur d'or. Kuji examina la situation, notant que l'apparition d'autant de monstres dans une faille démoniaque de rang bronze était clairement anormale. Il tourna ensuite son attention vers Arita, s'interrogeant sur l'étrange compétence qu'il avait utilisée. Arita jeta un coup d'œil à sa lame, incertain. Il se demanda quelle était cette prétendue compétence. Elle ne lui avait semblé correspondre à aucun des 5 attributs et si c'était vrai. Puis il n'avait aucune idée de ce que cela pouvait bien être. Koji s'approcha, remarquant qu'il n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Il remarqua qu'Arita n'était pas affiliée, une vagabonde sans attache. Il insista davantage, exigeant de savoir ce qui l'avait amené ici. Arita hésita. Il se demanda si Kuji le sondait. S'il révélait qu'il cherchait son frère, il craignait qu'il ne le marque pour le soumettre. Discrétion et passage à autre chose s'imposaient. Troublé, il s'excusa rapidement, les remercia pour leur aide et tenta de partir. Kuji l'observa attentivement. Il se dit que les orbes se formaient en résonnant avec la force d'une personne et son souhait le plus profond. Un peu comme répondre à une prière, la plupart du temps alignés avec l'un des 5 attributs les plus proches. Mais le pouvoir de ce garçon était différent. Les pensées de Kuji confirmèrent ses soupçons. Il déclara qu'Arita était la tueuse non identifiée dont l'association avait parlé, celle qu'ils appelaient l'irrégulier. Un sourire narquois se dessina sur son visage. Arita se retourna, confuse à ce mot. Il demanda ce que signifiait irrégulier, mais insista sur le fait qu'il devait partir. L'aura ardente de Kuji jaillit. Il invoqua des flammes dans sa main et admit qu'il n'avait aucune intention de suivre les ordres de l'association. Pourtant, il lui avait dit de mettre Arita en sécurité pour enquête. Il prévint que ce n'était rien de personnel. Kuji lança un coup de poing ardent, Arita leva sa lame et la bloqua. Surpris par cette attaque soudaine, la confusion envahit son esprit alors qu'il se demandait ce qui se passait. Kuji remarqua que la lame du garçon se consumait en cendres sous l'effet de la chaleur. Il dit alors à Shu et Ayato que le garçon était à lui. Les 2 tueurs d'argent obéirent instantanément. Ayato murmura que c'était dangereux, car si Kuji devenait sérieux, il pourrait eux aussi être pris dans les flammes. Kuji déchaîna une volée de boules de feu, semant la destruction sur Arita. Forcé de se cacher derrière un rocher, Arita écouta Kuji rire, l'avertissant que se rendre ne le laisserait que comme un tas de cendres. Arita serra les dents, réalisant que s'il était attrapé maintenant, il ne retrouverait jamais son frère et que tout s'arrêterait là. Kuji rugit que se cacher ne le sauverait pas assez, dans une vague de flammes, réduisit le rocher en cendres. Arita s'effondra sous l'impact, haletant de douleur. Il ouvrit rapidement la fenêtre de son système, cherchant désespérément une issue. Il se rappela que s'échapper et se cacher ne servirait à rien. Il devait bien y avoir une compétence qui pourrait le sauver. L'interface révéla une nouvelle option, et les yeux d'Arata s'illuminèrent de détermination en pensant que celle-ci pourrait fonctionner. Se levant, il tendit la main vers l'avant. Kuji se moqua de lui, amusé que le garçon pense pouvoir lui résister. Les flammes jaillirent à nouveau vers Arita, mais cette fois, il les bloqua avec une nouvelle technique. Sa voix déclara le pouvoir de l'éclair de cendre, là où les cendres ne peuvent brûler 2 fois. Koji cligna des yeux de surprise, réalisant que le garçon n'était pas qu'un faible destiné à se transformer en cendre. Pourtant, il l'avertit que c'était la fin. D'autres flammes se rassemblèrent dans sa main, plus fortes qu'auparavant. Alors qu'il ordonnait à Arita de se rendre, les yeux d'Arata brûlaient de défi. Il ne pouvait pas se rendre. Pas tant que son frère l'attendait. Il devait le sauver. La mention d'un frère attira l'attention de Kuji, le distrayant un instant. Saisissant l'occasion, Arita se précipita en avant et frappa avec sa lame. Kuji leva le bras et bloqua. Pris de court par cette soudaine poussée de volonté, Arita ne resta pas pour se battre davantage, il se retourna et s'éloigna.
Déterminé à partir, Kuji l'appela, lui disant que s'il voulait protéger quelqu'un, il devait vaincre le chef des pêcheurs. Il devait monter de niveau quoi qu'il arrive. Ce qu'il venait de faire était imprudent. Et à ce rythme, il allait vite s'épuiser. Arita lui fit un petit sourire et le remercia pour son conseil. Kuji lui dit de garder ce feu allumé et de s'entraîner dur. Arita partit, disparaissant plus profondément dans la fissure. Shu et Hayato s'approchèrent de Kuji, lui signalant que les bêtes magiques de la zone avaient été maîtrisées. Ils lui posèrent des questions sur le garçon. Curieux de savoir ce qui s'était passé, Kuji se contenta de sourire, disant que le garçon avait été fougueux. Les deux tueurs d'argent échangèrent des regards, se demandant si leur chef était d'une humeur inhabituellement bonne. Kuji mit fin à l'affaire là, disant à son équipe qu'il était temps d'agir et d'écraser le chef des pêcheurs. Pendant ce temps, ailleurs, une annonce retentit dans la guilde de la marine. Une alerte de pêcheurs magiques avait été lancée. Un pêcheur était apparu au fort de Sherino. L'urgence emplit l'air tandis que les ordres étaient donnés. On demanda à une fille si elle pouvait s'en occuper. Elle répondit avec détermination. Son identité fut révélée. Aoyomi, la tueuse d'argent de la guilde de la marine. Arida atteignit l'endroit d'où était venue la nouvelle concernant le pêcheur magique. Il réfléchit au rapport et réalisa qu'au final, il n'arrivait toujours pas à retrouver son frère. La fenêtre du système avait affiché le message que le chef pêcheur magique avait été vaincu et avait ordonné à tous de quitter le Fisher dans les 10 secondes. Arita pensait que Ryo était probablement celui qui l'avait détruit. Au même moment, des annonces étaient faites. L'association des tueurs et la guilde déclarèrent qu'elle protégerait tout le monde du mieux qu'elle pouvait et demandèrent des rapports immédiats si quelque chose d'inhabituel se produisait. Arita, cependant, pensa amèrement que de telles paroles étaient désormais dénuées de sens si jamais des ordres étaient donnés pour capturer le phénomène. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur l'association ou la guilde. Il comprit qu'il devrait s'en occuper lui-même. Soudain, une autre annonce retentit avec urgence. Une alerte pêcheur magique fut à nouveau déclarée. Arita réalisa que cela se reproduisait. Les téléphones de tout le monde vibrèrent en même temps avec des avertissements. Une nouvelle fissure se produisait dans le district 4 de Sherino et les habitants des environs reçurent l'ordre d'évacuer immédiatement jusqu'à l'arrivée des tueurs. Les alertes répétées emplirent l'air et la panique se répandit. Les gens se précipitèrent dans toutes les directions, essayant désespérément de sauver leur vie. Arida réfléchit rapidement. Le district 4 de Sherino était proche. Normalement, l'association enverrait immédiatement des tueurs et bouclerait la zone. Il comprit qu'il devait l'atteindre avant que d'autres tueurs n'arrivent. Sans hésiter, il se mit à courir. Alors qu'il se dépêchait d'avancer, un autre pêcheur s'ouvrit soudainement juste devant lui. La fenêtre du système apparut, annonçant un nouveau pêcheur magique nommé Aizan, marqué d'un niveau de difficulté bronze. Arida comprit que c'était sa chance. La zone n'avait pas encore été bouclée ou nettoyée. Il ne pouvait qu'espérer que son frère était à l'intérieur. Avant qu'il ne puisse agir, quelqu'un l'arrêta, l'avertissant que ce pêcheur était interdit. Deux tueurs de niveau bronze de la guilde de la marine se tenaient devant lui. Identifiés comme Anamita et Ishainari, Anamita l'interrogea, remarquant qu'il n'avait pas d'insigne de tueur et se moqua de lui. Il ridiculisa Arita en le traitant de bon à rien de bas niveau qui n'avait rejoint aucune guilde. Il l'insulta encore plus en le traitant de pathétique tueur normal qui ne savait même pas se battre correctement. Une pauvre âme qui avait eu le pire sort parmi les tueurs. Compris. Arita devint frustré en se demandant qui étaient ces gens. Les deux déclarèrent que leur maître allait débarrasser le pêcheur et que jusque-là personne d'autre n'était autorisé à entrer. Ils insistèrent sur le fait qu'un tueur normal comme lui ne mourrait qu'à l'intérieur. Arita devint désespéré, ne pensant qu'à entrer le plus vite possible. Anamita continua de se moquer de lui, tirant la langue et disant qu'il ne le laisserait pas passer. En respectant les règles, ils gagneraient leur part de la prime, ils devraient donc simplement reculer docilement. Ishainari déchaîna alors sa technique de l'aiguille de glaçon. Arita l'esquiva de justesse en bondissant, la colère montant alors qu'il criait qu'il était pressé. Il les avertit que s'ils voulaient se battre, il s'occuperait d'eux en premier. Il se précipita pour attaquer avec sa lame, mais Anamita le piégea instantanément, projetant un piège debout sous ses pieds. Le sol l'engloutit, le laissant incapable de bouger. Pris de panique, Arita comprit que le sol l'avait attrapé et qu'il ne pouvait pas s'échapper. Anita se moqua de lui une fois de plus, lui expliquant que son marais était sans fond. Si Arida ne parvenait pas à sortir assez vite, il mourrait. Avec un ricanement, il l'avertit de faire attention et le traita de tueur sauvage. À ce moment-là, une nouvelle voix les interrompit. Isho apparut, leur criant dessus avec colère. Arata fut choqué. Réalisant qu'il s'agissait de la tueuse d'argent Aoi Ichika, il se demanda pourquoi elle était là. Ichika se déplaça rapidement, utilisant son pouvoir pour le tirer du piège debout, lui disant qu'elle le sauverait. Une fois libéré, Ichika demanda pourquoi les tueurs se battaient entre eux. Arita expliqua que les deux l'empêchaient d'entrer dans le pêcheur. Ichika comprit et expliqua davantage. Dernièrement, il y avait eu une augmentation du nombre de pêcheurs-pilleurs magiques qui se précipitaient pour les conquérir personnellement. Avant qu'une enquête appropriée ne puisse être menée, ils pillaient les pêcheurs pour leur profit personnel. Elle avait du mal à y croire. Anamida et Ishainari réagissaient nerveusement à sa présence. Anamita remarqua que le maître de guilde lui faisait confiance pour lui apporter son soutien. Ishainari, cependant, marmonna qu'elle n'était qu'un soutien et que leurs actions étaient destinées à leur maître. Elles essayèrent de se rassurer mutuellement de ne pas avoir peur. Mais au final, elles décidèrent qu'elles devaient l'arrêter quoi qu'il arrive, et elles lancèrent une attaque sur Ichika. Agacée, Ichika marmonna que cette attaque soudaine l'irritait. Elle détestait se battre, mais elle se prépara à se défendre. Elle se tourna vers Arita, lui disant qu'ils allaient devoir se battre ensemble contre les deux. Arita admit qu'il ne s'était jamais battu avec d'autres auparavant, mais accepta à contre-cœur. Elle le remercia, puis canalisa sa magie de soutien en lui. Son pouvoir de Merlin Schnell le remplit, entourant son corps d'une aura bleue éclatante. Arita fut stupéfaite. Réalisant que son corps était différent, Ichika lui assura que se battre serait désormais plus facile qu'avant. Elle promit de continuer à le soutenir avec ses compétences, lui demandant de se concentrer pour les abattre.
Arita accepta et chargea les deux ennemis à une vitesse incroyable. Voyant cela, Hanamida et Ishainari paniquèrent. Ils remarquèrent qu'Arita se déplaçait beaucoup plus vite qu'avant et comprirent qu'il utilisait sa compétence de soutien. Avec une force nouvelle, Arita déchaîna sa lame de tueur de suie et les frappa tous les deux, les assommant instantanément. Il ressentit une poussée d'énergie. Pensant que son corps était incroyablement léger, il comprit que c'était le résultat de sa compétence de soutien. Curieux de savoir ce qui était arrivé à ses statistiques, il vérifia son statut. La fenêtre révélait son attaque à 20, sa défense à 10 et son mana à 90. Le choc le traversa. Son augmentation de mana était folle. Ichika le regarda et lui demanda s'il les avait tailladés avec une lame. Arita clarifia qu'il ne les avait frappés qu'avec le dos de son arme. Soulagée, elle admit que c'était bien et mentionna à quel point il était embarrassant que ses attaquants soient de sa propre guilde. Arita y réfléchit. Réalisant qu'elle était une tueuse d'eau, ce qui signifiait qu'elle était de la guilde de Takura, Ichika le remercia, reconnaissant qu'il était plutôt fort, puis lui demanda son nom. Il se présenta comme étant Arita. Elle se présenta comme une Shika de la guilde de la marine et lui demanda des nouvelles de sa guilde. Arita hésita, gêné car il n'appartenait à aucune guilde. Avant que la conversation ne puisse continuer, ils remarquèrent Hanamida et Ishainari en train de s'enfuir. Les deux crièrent qu'ils devaient signaler l'incident à leur maître, Takura. La mention du nom de Takura laissa Arita sous le choc. Isha marmonna à propos de cet homme, remarquant comment il faisait ce genre de choses et décida qu'elle devrait le signaler à Rei. Les pensées d'Arata brûlèrent de colère tandis qu'il maudissait Takura pour lui-même. Ichika se recentra et dit à Arita qu'il devait nettoyer les lieux rapidement. Elle fit remarquer que les membres de la guilde allaient bientôt arriver, mais insista pour qu'elle puisse se battre à ses côtés. Avec la permission de Rei, elle proposa d'y aller ensemble. Arita demanda, incrédule, si elle voulait dire avec lui. Elle expliqua que même les zones de rang inférieur présentaient des situations anormales ces derniers temps et qu'elle était plus douée pour le soutien. Quoi qu'il en soit, elle lui rappela le bœuf de tout à l'heure, celui qui avait facilité les combats. Arita acquiesça de tout cœur, la remerciant d'avoir fait une telle différence. Elle sourit, insistant pour qu'ils éliminent le pêcheur ensemble. Elle reconnut qu'il pouvait être dangereux pour lui d'agir aux côtés d'un tueur d'argent, mais le pêcheur magique était juste devant eux, et ils ne pouvaient pas le laisser passer. Arita accepta sans hésiter. Elle accepta avec enthousiasme et déclara qu'il devait y aller. Ikiyomi ordonna à Arita de la suivre de près et il accepta avec détermination. Une porte apparut devant eux et le système afficha un message annonçant le début de la capture du pêcheur magique à l'extrémité ouest. Ils entrèrent et commencèrent à avancer. L'endroit choqua Arita par sa saleté. Ikiyomi expliqua que l'intérieur d'un pêcheur magique était une autre dimension, imprévisible dans sa forme, il devait donc rester prudent. Arita acquiesça et continua d'avancer. En regardant autour de lui, il ne remarqua aucun signe de bête magique ni même de son frère. Bien qu'il ne s'attendait pas à le rencontrer si facilement, il était toujours anxieux. Se souvenant de l'avertissement de Kuji selon lequel, dans son état actuel, il se tournerait vers H en un rien de temps, il se jura de profiter de cette occasion pour apprendre à se battre et se concentrer sur sa progression. À ce moment-là, un monstre apparut. Tous deux furent surpris de voir un gobelin de niveau 3. Arita, bien que nerveux, se rappela que les gobelins étaient les plus faibles parmi les bêtes magiques. Avec sa lame, il lui trancha la gorge tout en criant son attaque. Lorsqu'il fut vaincu, il sourit de soulagement, convaincu qu'il pouvait en venir à bout. Bientôt, un groupe de gobelins apparut, ce qui le laissa perplexe. Il doutait de pouvoir tous les combattre. Mais Ikiyomi utilisa son pouvoir pour renforcer son statut et le poussa à avancer. Avec un courage renouvelé, Arita chargea les gobelins, les vainquit et passa du niveau 5 au niveau 6. Ikiyomi loua ses efforts, notant qu'avec son soutien, il pouvait même affronter un adversaire de rang bronze. Reconnaissante, Arita reconnut ses compétences de bœuf et admit qu'il pouvait sentir la puissance déferler en lui. Ikiyomi fut ravi de ses compliments, se vantant fièrement d'être connu comme le pivot du soutien de la guilde. Pendant qu'elle parlait, un autre gobelin tenta de lui tendre une embuscade par derrière. Arita le remarqua et l'appela, paniquée. Ikiyomi, surprise, jeta rapidement un bouclier d'eau autour d'elle pour bloquer l'attaque. Puis elle riposta avec sa compétence de flash d'eau, tuant le gobelin. Arita fut impressionné par ses réflexes rapides et sa capacité à utiliser plusieurs compétences sans problème. Il comprit que son niveau d'expérience était bien supérieur au sien et qu'il devait devenir tout aussi fort. Ikiyomi le remarqua immobile et lui demanda ce qui n'allait pas. Nerveusement, Arita admit qu'il voulait devenir plus fort rapidement et se battre d'une manière qui lui permettrait de protéger des gens comme elle. Elle sourit et comprit. Soudain, un nombre impressionnant de gobelins les entourèrent. Ikiyomi fit remarquer qu'Arita allait d'abord devoir se battre beaucoup. Choquée par cette situation irrégulière, Arita se demanda comment autant de personnes s'étaient rassemblées, mais Ikiyomi resta calme. Grâce à ses compétences de soutien, elle se comporta comme un sergent instructeur. Une fois de plus, elle renforça sa force et l'incita à se battre. Poussée par ses encouragements, Arita se lança dans la bataille. Il vainquit les gobelins les uns après les autres tandis que des notifications système apparaissaient à plusieurs reprises, indiquant que ses niveaux augmentaient. Déterminé à monter de niveau, il persévéra tandis qu'Ikiyomi applaudissait ses progrès. Bientôt, le système confirma qu'il était passé du niveau 6 au niveau 10 en une seule fois. Une autre notification suivit, lui accordant une nouvelle compétence appelée canon à explosion au niveau 1. Alors même qu'il essayait de comprendre cela, une autre grande vague de gobelins arriva, bien plus nombreux qu'auparavant. Ikiyomi devint frustré, réalisant que les barrières ou les simples attaques ne suffiraient pas. Il devait frapper avant d'être submergé. Elle demanda à Arita s'il pouvait attaquer à distance. Il repensa à sa nouvelle compétence et décida de s'adapter comme Ikiyomi. Activant son canon à explosion, il tira sur les gobelins, leur transperçant le corps de coups précis. Un par un, ils tombèrent jusqu'à ce qu'il les ait éliminés.
Ikiomi sourit de sa performance, et Arita se sentit soulagée d'avoir répondu à ses attentes. Elle suggéra alors qu'il se dirige vers le boss, ce qu'Arita accepta. Le système notifia bientôt que son niveau était de nouveau passé de 10 à 12. Alors qu'ils avançaient, ils atteignirent un tunnel. Debout devant, Ikiomi sentit la présence du boss et avertit Arita d'avancer prudemment. Il accepta, mais avant qu'il ne puisse avancer plus loin, une voix s'adressa à eux. Ils se figèrent de surprise et regardèrent devant eux, où une silhouette monstrueuse était assise, tenant une lance. Le système l'identifia comme le boss, un ogre de niveau 15. Arita se figea en voyant le boss devant lui. Il se dit que ce n'était pas le moment de se laisser intimider. Alors que ces mots sortaient de sa bouche, le boss se leva. Arita remarqua des sons étranges qui en sortaient et se demanda s'il parlait dans la langue des Magai. Une langue qu'il ne comprenait pas. Le boss ne répondit pas et leva sa lance, libérant un tonnerre qui déferla sur lui et Ikiomi. Ikiomi s'avança et dit à Arita de la laisser faire. Elle lança son bouclier d'eau pour les protéger. Mais le tonnerre était trop fort. La puissance de la foudre submergea sa barrière, la brisant complètement et la faisant tomber au sol. Choqué, Ikiomi réalisa qu'il s'agissait d'un pouvoir de rang bronze et qu'il portait l'attribut foudre. Le boss intensifia son tonnerre, forçant Arita à admettre qu'il ne pouvait pas réduire la distance contre des frappes aussi continues. Ikiomi se stabilisa, se releva et promit de monter la garde pendant qu'il cherchait une ouverture. Le boss lança une nouvelle attaque de tonnerre. Ikiomi s'efforça de la bloquer avec son pouvoir d'eau. Luttant sous sa force, Arita cria avec inquiétude, mais elle le rassura en lui disant qu'elle allait bien. Arita se dit qu'il ne pourrait pas toujours se cacher derrière sa protection. Après un moment de décision, il lui dit de tenir bon pendant qu'il bougeait. Il se positionna à côté du boss. Il trouva le bon moment et activa son canon de tir. Son tir frappa l'arme du boss, la brisant et envoyant la moitié supérieure voler à travers le champ de bataille. Ikiomi était ravi de voir son attaque réussie, mais le fragment brisé ne tomba pas sans dommage. Le boss le lança directement sur Arita. Il comprit qu'il n'arriverait pas à temps. Bien qu'il ait tenté de le bloquer, le fragment dentelé transperça son corps et du sang coula de sa bouche. Ikiomi paniqua et se précipita à ses côtés. Elle leva rapidement un bouclier d'eau pour empêcher le boss de frapper à nouveau et plaça ses mains sur sa blessure. Utilisant sa compétence de récupération, elle commença à le soigner. Le saignement ralentit et la blessure commença à se refermer. Arita ouvrit les yeux. Ikiomi, soulagé, lui demanda s'il pouvait encore se battre même avec seulement les premiers soins. Se ressaisissant, il la remercia et déclara qu'il pouvait continuer. Le boss chargea alors en avant, se déplaçant plus vite que prévu compte tenu de sa taille massive. Ikiomi et Arita furent toutes les deux surprises. Elle cria qu'il se précipitait droit sur elle. La créature enfonça ses poings dans son bouclier, coup après coup. Elle tenta de la renforcer de toutes ses forces, mais les coups incessants ébranlèrent ses défenses. Arita évalua la situation, réalisant que la force brute seule les écraserait. Le seul moyen était d'arrêter ses mouvements et de l'abattre d'un seul coup décisif. Observant attentivement, il remarqua une petite ouverture près du cou de la créature. S'il visait là, il pourrait réussir. Se levant, il se prépara. Ikiomi lui demanda s'il pouvait y arriver, et il répondit avec assurance. Tandis qu'elle tenait son bouclier, le boss remarqua qu'Arita se déplaçait sur le côté et lui décocha un coup de poing massif. La taille de la main le terrifia, mais il sut se calmer et activa sa nouvelle compétence. D'un puissant tir de son canon à tir, il fit chanceler le boss, leur donnant l'ouverture dont ils avaient besoin. Ikiomi lui cria de frapper maintenant. Arita serra fermement son épée, déterminée à ne pas rester protégée indéfiniment. Ikiomi le renforça avec son soutien, augmentant sa force et l'exhortant à abattre le monstre. Voyant qu'elle était tendue, mais qu'elle lui faisait toujours confiance, Arita sourit. Avec une détermination renouvelée, il chargea vers le boss, bondit dans les airs et abattit sa lame de toutes ses forces. Arita abattit sa lame de toutes ses forces et trancha la tête du boss, le tuant instantanément. La fenêtre du système confirma la défaite du boss, et son niveau passa de 12 à 13. Ikiomi, ravi, s'avança vers lui et leva la main pour lui faire un high-five. D'abord surprise, Arita sourit et lui rendit son geste. Le boss vaincu, la porte commença à se refermer. Tous deux se précipitèrent vers la sortie. Tandis qu'ils couraient, Arita exhorta Ikiomi à sortir rapidement. Tous deux sortirent juste à temps, et la porte disparut derrière eux. En regardant ses mains, Arita pensa qu'il n'avait pas retrouvé son frère. Mais une fois de plus, il était devenu plus fort. Cette pensée lui donna le vertige, et ses jambes cédèrent, le forçant à s'asseoir au milieu de la route. Ikiomi se précipita. Inquiète de son état, elle lui fit remarquer qu'il était gravement blessé, mais Arita s'excusa auprès d'elle. Inquiète, elle lui prit la main et lui dit qu'ils devaient partir ensemble. Arita se demanda, confuse, s'il allait à nouveau à l'infirmerie. Pensant qu'il n'était pas si gravement blessé, la scène se déplaça vers le bâtiment de la guilde de la marine. Ikiomi conduisit Arita à l'intérieur où il s'assit sur un canapé dans l'une des pièces. Elle lui tendit un chiffon et lui dit d'attendre là, lui suggérant de changer ses vêtements sales s'il le souhaitait pendant qu'elle allait rédiger son rapport. Elle quitta la pièce et Arita parut perplexe à la mention d'un rapport. 15 minutes passèrent. Arita s'agita et se dirigea vers la pièce où Ikiomi était allé. Collant son oreille contre la porte, il marmonna pour lui-même qu'elle mettait beaucoup de temps et se demanda s'il s'agissait même de l'infirmerie de l'association. À ce moment-là, une fille arriva en courant dans le couloir. Elle trébucha, manquant de tomber, mais Arita la rattrapa à temps et lui demanda si elle allait bien. Son expression devint soudainement sérieuse tandis que des souvenirs lui revenaient. Il s'excusa rapidement et s'enfuit en panique. Tout en courant, il pensa à la fille qu'il venait de voir. Si sa mémoire était bonne, elle était la maîtresse de la guilde de la marine. Cette prise de conscience le remplit d'effroi, car si elle l'interrogeait, il aurait de sérieux ennuis. Le maître de guilde, surpris par sa fuite soudaine, le regarda partir, confus.
La scène se déplaça vers le maître de guilde entrant dans la même pièce où Ikiomi faisait son rapport. Souriante, elle accueillit Ikiomi et la félicita pour son travail. Ikiomi, toujours bouleversée, insista sur le fait qu'elle avait besoin de parler. Le maître de guilde remarqua sa détresse et lui demanda ce qui s'était passé. Explosant de frustration, Ikiomi déclara que quelqu'un était le pire. Furieuse qu'il utilise les gens comme bon lui semble. Le maître de guilde tenta de la calmer, reprenant lentement son calme. Ikiomi expliqua ce qu'il s'était passé avec Takura. Le maître de guilde, interloqué, répéta qu'il avait monopolisé un pêcheur magique. Ikiomi, toujours troublé, se lamenta que quelqu'un comme lui puisse faire partie de leur guilde. Le maître de la guilde réfléchit attentivement et lui dit qu'elle déciderait de la manière de s'occuper de lui. Dans ses pensées, elle décida de s'occuper personnellement de Takura. Mais plus importante encore, elle se souvint du garçon qu'elle avait vu plus tôt, Arita. Pendant ce temps, Arita marchait seul sur une route, toujours troublé par son accident de la veille. Il pensa à quel point il avait failli croiser le maître de la guilde de la marine. Devant lui, il remarqua un enfant en pleurs tandis qu'un tueur s'efforçait de le protéger avec des flammes qui le poussaient contre l'attaque d'un monstre. Cette vision laissa Arita stupéfaite. Voyant l'enfant et les tueurs repoussés, son choc se transforma en colère. Sans hésiter, il chargea vers le monstre armé de flammes, prêt à frapper. Arita regarda la puissance du tueur et pensa qu'elle était inutile. Il lança son attaque au canon à tir sur le monstre, et les flammes sortant de la gueule de la bête s'arrêtèrent immédiatement. L'autre tueur fut choqué de voir cela. Avec le souffle de l'attaque, Arita fit son entrée, et le tueur devint nerveux, se demandant s'il était lui aussi un tueur. Une aura noire commença à s'élever des mains d'Arita, laissant le tueur abasourdi. Arita tira alors son épée, ce qui laissa l'homme encore plus confus alors qu'il essayait de comprendre l'étrange compétence. Cela ne ressemblait en rien aux 5 attributs connus. À ce moment-là, la bête à 2 têtes se redressa et se tourna vers Arita. Avant qu'elle ne puisse agir à nouveau, Arita frappa avec son épée, tranchant la créature en 2. Le monstre se transforma en cendres et disparut. Depuis un balcon au-dessus, un homme l'observait en souriant. Voyant la compétence d'Arita, il marmonna pour lui-même que les choses devenaient enfin intéressantes. La scène se déplaça au siège général de l'association des tueurs du Japon. Dans une salle de réunion, un homme s'adressa aux 4 meilleurs tueurs de guilde, commençant le conseil des 5 cieux. Cet homme était Jinok Doju de la guilde Sewa, un tueur doré. Les 4 autres furent également présentés. Kuji le rouge de la guilde de la flamme du lion, Rei Izaki de la guilde de la marine, Takuro Najara de la guilde du ciel de jade et Sheinomori de la guilde de Kasein. Doju ouvrit la réunion en déclarant que les pêcheurs magiques anormaux apparaissaient de plus en plus souvent et devaient être surveillés de près. Il demanda s'il y avait des rapports. Kuji expliqua que même un pêcheur de bronze était devenu fou récemment et avait libéré un nombre impressionnant de bêtes magiques. Izaki ajouta que certains boss étaient apparus bien plus forts que leurs rangs assignés. Kuji rit et qualifia cela de bon entraînement pour les tueurs, mais Najara n'était pas d'accord, insistant sur le fait qu'il s'agissait toujours d'une situation anormale. Les 2 hommes échangèrent des mots enflammés avant que Kuji ne se calme et ne retourne à son siège. Izaki fit remarquer que la fréquence des incidents n'avait augmenté que récemment et s'interrogea sur la cause. Doju suggéra que quelque chose était en train de changer du côté des bêtes magiques, et bien que leur nature ne soit pas encore entièrement comprise, ce changement pourrait être la clé pour découvrir la vérité. Il ordonna à tout le monde de signaler toute découverte inhabituelle, aussi petite soit-elle. Les autres acceptèrent ses instructions. Regardant le prochain jeu de papier, Izaki s'enquit de l'irrégulier. Doju confirma et expliqua que bien que l'on en sache peu, les renseignements suggéraient que cette silhouette se déplaçait entre les fissureurs sans jamais s'être enregistrée comme tueuse. Izaki nota que ces raisons restaient un mystère, mais qu'un tel comportement laissait également soupçonner des changements se produisant parmi les tueuses. Elle révéla que quelqu'un comme ça était apparu dans leur guilde la veille. Quelqu'un avec une compétence sans précédent, comme l'avait rapporté Ikiomi, bien qu'il ait disparu peu de temps après. En entendant cela, Najara réfléchit à cette étrange compétence. Izaki continua, suggérant que sa compétence était peut-être si unique qu'il avait l'impression de n'appartenir à aucune guilde. Najara se demanda alors s'il pouvait être l'un des mages. Ces paroles choquèrent Asaki, Doju et Kuji. Kuji rejeta cette idée avec colère et l'accusa de dire des bêtises. Izaki se tourna vers Kuji avec surprise. Réalisant qu'il avait également rencontré le garçon, Kuji admit que oui, mais insista sur le fait que le garçon ne pouvait pas être un mage, disant qu'il brûlait avec le feu. Najara rit de cela, affirmant que ce n'était qu'une blague. Bien que Kuji se soit énervé tandis que Najara se plongeait dans ses pensées, Doju mit fin au débat en disant que pour l'instant, la capture du garçon était facultative. L'association avait tenté de le mettre sous surveillance, mais s'il s'était échappé, qu'il en soit ainsi. Sans preuve, un mandat d'arrêt réel ne pouvait être émis. À ce stade, Shai et Enamorei parlèrent pour la première fois, déclarant qu'il n'était pas nécessaire de s'obséder à son sujet. Puis se leva et s'excusa, prétextant qu'un important goûter l'attendait. En partant, elle remarqua une caméra au-dessus de la porte et s'arrêta, surprise. La réunion revint à Doju, qui rappela à chacun de ne pas négliger le moindre changement et d'être prêt à tout, car les batailles à venir ne feraient que s'intensifier. Quelque part ailleurs, quelqu'un regardait secrètement la réunion du conseil sur son écran. Sur l'écran, il fut révélé que celui qui regardait la réunion du conseil était Takura. En l'observant, il se dit que même les 7 dieux et les 5 rois célestes considéraient l'irrégulier comme un dangereux fauteur de troubles. Il comprit que le garçon était devenu une présence trop importante pour que les guildes et l'association puissent l'ignorer. S'il parvenait à le capturer, son influence au sein de l'association grandirait et les conflits cesseraient. Ses pensées s'affermèrent tandis qu'il réfléchissait à son plan. Pour lui, c'était comme faire d'une pierre deux coups. L'étape la plus importante pour capturer l'irrégulier était de recueillir des informations. D'après ce qu'il avait collecté, l'irrégulier possédait une compétence de lumière, et l'autre personne de cette époque avait probablement subi une transformation en mage. Avec ce raisonnement, il déduisit où Arita devait se trouver en ce moment.
Se levant de sa chaise, il décida qu'il s'occuperait de cet élément dangereux le plus tôt possible. Peu après, une nouvelle porte apparut au milieu d'une rue bondée. La panique se répandit parmi la population qui hurlait et s'enfuyait, appelant les tueurs à l'arrivée. Aritus repéra la porte et s'y dirigea, avec l'intention d'augmenter encore son niveau. Juste à ce moment-là, Takura apparut devant lui, lui bloquant le passage. La colère d'Arata s'enflamma instantanément à sa vue. Takura le provoqua, remarquant que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas montré, se moquant de lui parce qu'il s'accrochait encore à la vie. Il déclara qu'Arita n'avait aucune liberté et qu'il serait appréhendé pour affronter l'association. Arita lui répondit avec fureur en criant, exigeant qu'il reste à l'écart. Ignorant cela, Takura le nargua davantage, évoquant le jour où son frère s'était transformé en bête magique. Il ricana en disant que le frère d'Arata était désormais en fuite, un monstre dégoûtant. Ces mots frappèrent profondément Arita, le remplissant de rage. Takura continua, promettant de se débarrasser de son frère lui-même. Arita explosa de fureur, criant que Takura était allé trop loin et lâcha son canon à rafale sur lui. Takura se contenta de rire de l'attaque, reconnaissant qu'il s'agissait de la même compétence d'explosion inhabituelle qu'auparavant. Avec facilité, il l'effaça en utilisant son pouvoir de glace. Arita fut stupéfait que son attaque ait été détruite si facilement. Déterminé, il se précipita en avant avec son épée. Mais Takura la jugea trop lente et inutile. Il riposta avec sa bête de glace Fong, une puissance en forme de bête qui frappa Arita. Malgré ses tentatives de blocage avec son épée, Arita fut projeté en arrière. L'attaque fut rapide et puissante, le laissant secouer. Takura se moqua de lui, lui demandant si c'était tout ce qu'il avait. Il considéra cette force irrégulière comme une simple technique invisible et dénuée de sens. Arita se força à se relever, frustré que même son canon à explosion et sa lame d'ombre flamboyante aient été neutralisés si facilement. Il commença à se demander si la victoire était possible contre un tueur doré. Le voir se relever irrita Takura, qui se demanda s'il avait encore la force de résister. En réponse, Arita utilisa un écran de fumée, remplissant la zone d'épais nuages. Takura pensa qu'il essayait de s'échapper, mais remarqua rapidement les flots de fumée qui arrivaient, réalisant qu'il s'agissait d'une diversion. Avec son pouvoir de glace, il forma une épée et détruisit la fumée, déclarant qu'il pouvait déchiffrer une telle tactique. De l'intérieur de la brume, Arita chargea soudainement et se heurta à lui. Leurs épées se rencontrèrent de front. Arita cria que ce serait la fin de Takura. Mais Takura se contenta de rire. Il déclara son ambition de devenir l'un des 5 rois célestes, de s'emparer de la guilde du bleu profond et de placer l'association sous son contrôle. Arita répondit avec défi, insistant sur le fait qu'il ne le permettrait jamais et que Takura n'était pas fait pour une telle position. Takura le méprisa, déclarant que les humbles devaient rester rampants sur le sol. Il prétendait vivre dans un monde différent de celui des ordures comme Arita, se vantant que même son épée était bien au-delà de Data. Ces mots rendirent Arita furieux, qui révéla la vérité. L'orbe était à l'origine à lui. Si Takura ne l'avait pas volé, son frère ne serait jamais devenu une bête magique. Il cria que tout était de la faute de Takura et se lança dans une fureur aveugle d'attaque. Takura les bloqua, mais reconnut une soudaine poussée d'intensité bien plus grande qu'auparavant. Il se dit néanmoins que même si Arita s'était réveillé, c'était la limite de ses forces. Pourtant, alors qu'il retombait sous la pression, Arita fut choqué de le voir battre en retraite. Takura lui proposa alors de se rendre discrètement et de se laisser capturer. Il libéra sa prison d'empereur de glace, gelant le sol autour d'eux. Les jambes d'Arata furent prises dans la glace, le bloquant sur place. La panique le envahit lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait plus bouger. Takura invoqua alors des éclats de glace tranchants et les lança sur lui. Ils frappèrent avec une explosion dévastatrice, laissant Arita gravement blessé et inconscient. Takura s'approcha du garçon tombé, le raillant comme étant pathétique pour s'être évanoui suite à une telle attaque. Il marmonna qu'il pouvait mentir à l'association comme il le voulait, puis leva son épée pour achever le travail. Mais avant qu'il ne puisse frapper, 2 silhouettes arrivèrent, le forçant à s'arrêter. C'étaient Rei, Izaki et Ikiomi, qui le fixaient tous deux avec fureur.